RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, émettant de Kisangani dans son émission Vie et Société. Vie et Société pour ce dimanche 21 mai 2023. Nous, au pupitre de son, nous travaillons avec Papi Issia, la régie de Gilles Losilo. Merci Papi, merci Papi. Nous recevons dans ce studio de la RTNC l'invité habituel de l'émission Vie et Société, c'est M. Dismas Kitengui. Nous disons bonjour. Bonjour Julie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons d'un sujet très important avec vous, c'est la CPI face aux droits humains en RDC. La CPI face aux droits humains en RDC. Dismas, nous allons aborder les conflits communautaires, les conflits armés, les conflits qui relèvent de la communauté internationale, tel que nous venons de le dire, et les conflits, parce que nous savons que les conflits est inhérent à la nature humaine. Je crois que c'est ça. Comment vous voyez votre appréciation par rapport au sujet? Oui, le sujet est bien choisi, il est actuel. Pourquoi il est actuel? Puisque, d'une part, les conflits se passent dans notre société. Nous avons ces différents types de conflits que vous venez de mentionner, qui existent. Les conflits communautaires, nous les avons à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Il y a ces genres de conflits-là qui peuvent aussi déborder à des violences. Et voilà, la Cour pénale internationale a déjà eu à statuer sur des violations de droits humains qui sont issus des conflits. En Ituri, déjà, nous avons. Et il y a la visite du procureur de la Cour pénale internationale qui arrive bientôt en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Voilà. Donc, maintenant, qui a créé la CPI? Ce sont les États. Ce sont les États. Ce sont 120 États de la communauté États. Oui. Ce sont 120 États qui se sont réunis à Rome et qui ont adopté les statuts de Rome, et les statuts de la CPI à Rome, et c'est ces statuts qui est appelé statut de Rome, puisqu'il a été adopté à Rome le 17 juillet 1998. Il a été adopté le 17 juillet 1998 à Rome par 120 États de la communauté internationale. Mais oui, parce qu'il y avait une conférence diplomatique dite la conférence de Rome qui avait convoqué plusieurs États, et c'est 120 États qui se sont réunis, qui ont travaillé sur les statuts de la Cour pénale internationale, et qui l'ont adopté le 17 juillet 1998. Alors les statuts là de la Cour, la raison c'était pour lutter contre l'impunité. L'impunité des graves violations de droits humains, du droit international humanitaire, qui ont été commises à travers le monde. Et on a constaté qu'il n'y avait pas une juridiction permanente, puisque avant la Cour pénale internationale, dite la CPI, il y avait des tribunaux ad hoc, de Nuremberg, de Tokyo, il y avait les TPI, le tribunal pénal international pour le Rwanda, et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui étaient ce qu'on appelle les tribunaux internationaux temporaires. Quand on dit ad hoc, ça signifie temporaire, qui sont créés pour une durée déterminée. Alors, les États du monde ont constaté qu'il fallait mettre en place, créer un tribunal international qui sera permanent, qui ne sera plus temporaire comme le tribunal de Nuremberg de Tokyo. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, on a créé deux tribunaux pénaux internationaux temporaires pour essayer de réprimer les crimes qui ont été commis par les nazis. Les nazis d'Hitler. Contre les autres États. Alors. On a créé le tribunal de Nuremberg, de Tokyo. Mais alors, après ça, la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU, viendra créer encore deux tribunaux pénaux temporaires. C'est le tribunal pénal international pour le Rwanda, pour réprimer les génocides qui ont été commis au Rwanda. Et ensuite, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour réprimer les crimes qui ont été commis dans le cadre du conflit des Balkans. Le conflit des Balkans en Europe. Kosovo, l'Europe de l'Est. Alors voilà, mais ils ont dit, après, ces tribunaux-là ont une existence temporaire, limitée dans le temps. Alors il fallait créer un tribunal pénal
internationale permanente. CPI. CPI. C'est comme ça qu'on a créé la Cour pénale internationale, dont les statuts ont été adoptés à Rome le 17 juillet 1998 par 120 États. Mais il faut attendre maintenant plusieurs années pour voir l'entrée en fonction. Nous allons voir maintenant là, parce qu'il y a encore, parmi les 120 États, il y a encore d'autres qui se retirent. Il y a d'autres qui se sont ajoutés. Alors, bon, parce que nous sommes dans le concept de la terminologie, si nous pouvons le dire, mais qui a créé les droits humains et les droits humains, c'est, comme nous avons dit la fois passée, ce sont des prérogatives inhérentes à la nature humaine, que chacun de nous a en tant qu'homme, en tant que personne humaine. Parce que la fois passée, hein, souvenez-vous, nos auditeurs doivent se souvenir, nous avons dit les droits humains, pourquoi on a adopté le concept de droits humains et notre constituant, les législateurs, le constituant du 18 février 2006, par notre constitution, a adopté le concept de droits humains à la place de droits de l'homme, pour éviter le droit de l'homme, c'est que les femmes ne se sentent pas suffisamment impliquées. Alors, je pourrais dire, c'est d'abord tout homme qui a ça. Il n'y a personne qui a créé les droits humains. C'est-à-dire chaque personne humaine possède en elle les droits humains. Mais pour organiser les droits humains en une discipline aujourd'hui qu'on appelle les droits internationaux des droits de l'homme, pour mettre ça dans les textes internationaux, je pourrais dire, ça a commencé depuis le temps. Hein. Nous avions d'abord la Révolution française de 1789. Hein. Nous avions aussi la Révolution américaine, la déclaration d'indépendance des États-Unis qui a parlé des droits humains. Mais je pourrais dire maintenant, l'organisation qui a mieux structuré les droits humains, ce sont les Nations Unies. Les Nations Unies, le 10 décembre 1948, par l'adoption de ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 a mieux organisé les droits humains dans un texte qui a été adopté par l'ensemble des États qui composent la communauté internationale réunie au sein des Nations Unies. Et maintenant, c'est 193 États. 193 États du monde acceptent la Déclaration universelle des droits de l'homme. 193 États. Ah oui, qui forment les Nations Unies. Tous ces États ont accepté la Déclaration universelle des droits de l'homme. En partant de notre pays, dans notre préambule de la Constitution, dans les préambules de notre Constitution, on dit adhérent, adhérent à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, la RDC a accepté aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que ça s'appelait Déclaration universelle, c'est-à-dire acceptée par le monde entier. Par le monde entier. Le conflit des peuples l'Angola et Mbol. Oui. Nous revenons ici. Nous sommes à la Tchop. Relève-t-il de la CPI? Si oui, si oui. Oui. Pourquoi? Et sinon, comment? Ok. Les conflits, les violations des droits humains qui sont commises dans le cadre de ces conflits, l'Angola, Mbole, sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Ah bon? Pourquoi? Puisque si ce sont des crimes de guerre, bon, je vais dire d'abord, si ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, contrairement aux crimes de guerre, les crimes de guerre, pour qu'on parle des crimes de guerre, il faut que ce soit les crimes qui sont commis dans le cadre d'un conflit armé. Ça peut être un conflit armé interne, comme un conflit armé international. Pour le cas de Mbole, l'Angola, il n'y a pas de conflit armé. Il n'y a pas encore de conflit armé, ni interne, ni international. Mais nous avons quand même des crimes qui peuvent s'apparenter à des crimes contre l'humanité. Parce que quand on parle de crimes contre l'humanité, ce sont des crimes qui peuvent se commettre aussi bien en temps de paix comme en temps de guerre. Ici, nous n'avons pas la guerre entre les deux peuples, mais nous avons la paix. Non, Dismas. Oui. Quand vous dites qu'il n'y a pas les crimes de guerre, mais il y a des armes qui sont... Il y a des crimes contre l'humanité. Il y a des crimes contre l'humanité, mais utilisés par les armes. Oui, mais utilisés par les armes. Mais les conflits armés, pour qu'on parle de conflits armés, je vous ai dit, il y a deux types. Il y a un conflit armé interne et un conflit armé international. Bon, international, c'est lorsqu'il y a deux États qui se battent. La RDC contre le Rwanda. C'est un conflit international. Mais si nous avons deux communautés qui se battent, deux communautés, nous avons deux communautés ethniques, comme les Lengola et les Mbole. Il ne s'agit pas de conflits armés. Même si on utilise les armes dans ces conflits, il s'agit d'un conflit communautaire.
Tout conflit communautaire n'est pas conflit armé. Qu'on se mette là. Conflit armé, c'est déjà un groupe armé. Quand on parle d'un groupe armé, c'est un groupe organisé. Un groupe organisé qui utilise les armes et qui se soulève contre un État. Qui se soulève contre un État. C'est celui-là qu'on appelle un groupe armé. Comme le M23. Donnons l'exemple de M23. M23 a pris les armes, il a organisé son mouvement un peu comme une armée, où c'est bien structuré. Alors, maintenant, donc, ces groupes armés comme le M23 veut quoi? Veut renverser le gouvernement de la RDC. Il veut renverser tout un État. Ça, on appelle groupe armé. Mais les Lengola et les Bole n'ont pas l'ambition de renverser l'État. Ils se battent entre ces deux communautés ethniques. Et deux communautés ethniques qui ne se sont pas encore organisées en groupe armé. C'est-à-dire avoir, quand on dit groupe armé, c'est-à-dire avoir une sorte d'armée à son sein pour défendre les intérêts. Les deux communautés, Mbole et Lengola, n'ont pas de groupes armés, n'ont pas une sorte d'armée, de milices. Alors, pour utiliser un autre terme qui peut nous aider à comprendre le groupe armé, on recourt aux milices. Donc, les deux communautés n'ont pas encore de milices, jusqu'à présent. Peut-être elles peuvent se transformer en milices plus tard, puisque nous avons l'exemple de l'Ituri, avec les Hema et les Lendu, qui ont constitué à l'époque des milices. Mais pour le moment, les deux communautés n'ont pas encore de milices. Donc on ne peut pas parler de groupes armés. On ne peut pas parler de groupes armés. On peut parler seulement de conflits communautaires. Voilà. Donc, mais est-ce que ce n'est pas une façon de minimiser un tel conflit pendant qu'il y a mort d'hommes? C'est pour dire que le conflit n'a pas encore atteint un niveau de violence qui se structure au sein des deux communautés. Nous ne voyons pas encore un groupe armé. C'est-à-dire une milice bien organisée, avec des commandants, avec des gens qui utilisent les armes, avec des gens qui ont des ambitions un peu de révolutionner les choses, de diriger leur territoire, de faire une autonomie de leur territoire. Donc il n'y en a pas encore. Ce sont seulement des conflits entre les deux, jusqu'à présent, des revendications des terres. Les conflits fonciers. C'est-à-dire, ils disent, mais les autres n'ont pas droit à être ici, tout voilà. Alors, vous avez dit pourquoi ça intéresse la CPI. Ça intéresse la CPI lorsqu'il y a la commission, puisque la Cour pénale internationale est compétente pour 4 crimes. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes d'agression. Les crimes d'agression. Maintenant, c'est crime contre l'humanité. Mais crime contre l'humanité, c'est commettre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle crime contre l'humanité? C'est l'attaque contre les populations civiles. L'attaque indiscriminée contre les populations civiles. Et les crimes qui peuvent se commettre aussi bien en temps de paix comme en temps de conflit. Les crimes contre l'humanité, contrairement aux crimes de guerre. Les crimes de guerre ne se commettent que dans le cadre d'un conflit armé. Là, nous n'avons pas un conflit armé. Mais nous avons des violations de droits humains qui sont de nature qui inquiètent. Les attaques, par exemple, contre les populations civiles. Les attaques contre les populations civiles dans le cadre du conflit Mbole, Lengola, peuvent se commettre par les deux membres de la communauté. Lorsqu'il y a, par exemple, on attaque les populations civiles d'une manière indiscriminée. On les tue comme ça, on les attaque, on prend un groupe de Bambole en raison de leur... là, dans ces conflits-là, peuvent se commettre des crimes contre l'humanité et peuvent se commettre aussi des génocides. Dans ces cadres-là. Génocide, c'est une attaque dirigée contre un groupe ethnique et contre un groupe racial, contre un groupe national, dans le but de les exterminer. Dans le but de les exterminer. Il faut qu'il y ait une intention d'extermination. Si par exemple les Bambole, je donne un exemple. Si les Bambole, par exemple, dans ces conflits-là, sont décidés plutôt à exterminer, à faire disparaître les Longola. C'est-à-dire, tout celui qui est Longola, nous devons le tuer. Dans l'intention. Puisque ce n'est pas le grand nombre qui compte pour les génocides. Ce qui compte dans les génocides, c'est l'intention d'exterminer. Si vous avez l'intention que aucun Lengola ne peut résister, ne peut vivre. Tout celui qui est appelé Lengola, quand on les raconte, on doit les tuer. Tous ceux qui s'appellent Mumbole, on les raconte, vous avez l'intention d'exterminer. Attention, à ce moment-là, vous commettez les crimes de génocide. Et les crimes de génocide doivent intéresser la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale. Pourquoi juger les fauteur de troubles les auteurs? Oui, les auteurs.
Bon, pourquoi on doit les juger? Puisqu'ils ont commis des graves violations. Ils ont commis d'abord des infractions. Puisqu'il y a des infractions... À quel niveau on peut les juger? Donc, au niveau de la Cour pénale internationale, ou bien au niveau de la justice nationale. Puisque, attention, il faut faire la part des choses. La part de la justice congolaise et la part de la CPI. Quand la justice congolaise peut référer un cas à la CPI ne se saisit pas d'elle-même. Pour qu'on saisisse la CPI, il faut qu'un État parti, un État qui a signé les statuts de Rome, puisse déférer les cas, transférer les cas à la CPI. La CPI peut se saisir aussi par ce qu'on appelle une initiative propre au Moutou, c'est-à-dire de sa propre initiative par le procureur. Le procureur de la Cour pénale internationale dit que ces cas-là m'intéressent de la RDC. On trouve que les crimes qui se commettent là sont les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Le procureur peut dire, OK, je me saisis, je déclenche les poursuites. Ça, c'est ce qu'on appelle la saisine de la Cour pénale internationale par le procureur. Il faut d'abord un État. Un État parti, l'État parti là. 3, la Cour pénale internationale peut être saisie par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui saisit la Cour pénale internationale pour lui demander de déclencher des enquêtes sur un cas. Et nous avons, pour tous les 3 cas que je viens de vous dire là, nous avons des exemples précis. Et vous voulez que je vous donne ces exemples-là? 1, le cas de la RDC. Quand les conflits ont eu lieu à Ituri, avec les conflits Hem-Alendu, avec les milices qui étaient là, puisque ces communautés ont créé des milices. Alors, comme le cas du Nord Kivu, à l'époque avec CNDP, le président de la République de l'époque, le président Joseph Kabila, avait saisi la Cour pénale internationale pour demander à la Cour d'enquêter sur les crimes qui ont été commis en RDC. Et le président disait que c'était une lettre d'une seule page qui a été écrite en avril 2003 pour saisir la Cour pénale internationale. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec la Cour pénale internationale. Je me suis beaucoup rendu à La Haye, au siège de la Cour pénale internationale, dans beaucoup d'affaires. Alors, le président de l'époque avait écrit une lettre pour transférer. Il disait qu'à l'état actuel de notre justice, nous n'avions pas les moyens, ni les capacités de pouvoir poursuivre ces crimes et de pouvoir les juger. Alors, il a déféré, on dit ça en droit international, on dit il a déféré les cas de la Cour, de la RDC à la Cour pénale internationale. C'est comme ça que le procureur de l'époque, Luis Moreno Ocampo, a commencé à enquêter. Et quand il a sollicité des juges les mandats d'arrêt contre Thomas Lubanga, contre Mathieu Ngudjou, contre Germain Katanga. Et après, pour le CNDP, il n'avait pas encore lancé les mandats. Mais jusqu'à présent, à partir d'avril 2003, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la situation de la RDC est suivie de près par la Cour pénale internationale. Puisque depuis cette lettre du président Kabila, tous les autres présidents qui lui ont succédé, voilà, lentement. Alors ça, c'est notre... Pourquoi ça évolue lentement? Puisque les enquêtes sont faites d'une manière professionnelle. Pourquoi? Puisque, la Cour pénale n'est pas au pays. La Cour pénale internationale siège à des milliers de kilomètres. Le siège de la Cour pénale internationale, c'est à La Haye, aux Pays-Bas. Maintenant, la Cour envoie des enquêteurs. Le procureur de la Cour, le procureur de la Cour, on ne l'appelle pas le procureur général. Comme les autres disent non, il s'appelle tout simplement le procureur. Le procureur de la CPI envoie des enquêteurs qui doivent réunir les éléments de preuve. Et ces éléments de preuve doivent être vraiment bien faits, bien raffinés. Puisque c'est lui qui va présenter devant les juges. Et si les éléments de preuve ne tiennent pas, qu'est-ce qui va se passer? On acquitte. On libère les prévenus. Puisqu'on dit que les éléments de preuve que vous avez donnés, monsieur le procureur, ne tiennent pas. C'est ce qui est arrivé avec les cas Bemba. Puisque au deuxième degré, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas des éléments suffisants de preuves pour condamner Bemba. Alors, ils l'ont libéré tout simplement. Alors, c'est pour cela, ça prend tout ce temps. Ça prend ce temps aussi, l'État sur lequel, l'État du territoire sur lequel les crimes ont été commis, cet État doit collaborer aussi avec la CPI. C'est comme ça que le gouvernement de la RDC, à l'époque où le cas de Ituri, les miliciens, les chefs de milices de l'Ituri ont été poursuivis par la Cour pénale internationale, la RDC a collaboré. La RDC a collaboré comment? En arrêtant ces gens.
Puisque les Thomas Lubanga et consorts, Germain Katanga, Mathieu Ngoudzo étaient déjà à Makala. Oui. Avant que la Cour pénale vienne les chercher. Alors si ces pays-là, les pays sur lesquels les crimes ont été commis, ne collaborent pas, la Cour ne viendra pas les arrêter. Voilà, donc nous voulons déjà parler, parce que vous parlez déjà de la Cour, je crois, le procureur. Le procureur sera à Kinshasa, de la Cour pénale internationale. Sera bientôt à Kinshasa. La cause? La cause, c'est la visite du procureur de la Cour pénale internationale est facilitée d'abord par ces éléments. Un, la RDC a ratifié les statuts de Rome. Oui. La RDC était parmi les 120 pays qui ont adopté et qui ont ratifié. La ratification en droit signifie je peux dire comme les anglophones disent, la domestication. C'est-à-dire, vous acceptez dans votre système juridique interne de rendre le statut de Rome obligatoire. Ce n'est pas seulement l'adoption. L'adoption d'un traité international et n'est pas ratifié. Mais n'est pas ratifié. Il y a l'adoption. Si vous adoptez et que vous ratifiez, ça signifie vous acceptez totalement. Vous rendez ces textes-là obligatoires. Alors la RDC a ratifié. La RDC a ratifié. 2, pour que le procureur de la Cour pénale internationale arrive dans un pays. Donc là, quand vous adoptez, vous ratifiez, mais il vous serait déjà difficile de. Ça dit vous devez appliquer. Vous appliquez. Vous appliquez. Mais vous pouvez aussi renoncer. Le Burundi a renoncé, le Burundi a adopté, le Burundi a ratifié. Après, le Burundi a dit non, je trouve que je suis allé loin, il a renoncé. Le Burundi a renoncé. Alors, il a renoncé. L'Afrique du Sud n'a pas encore totalement renoncé, mais il a fait une déclaration qu'il va renoncer. Alors, je vous donne ces cas. Un, le pays que visite le procureur de la Cour pénale internationale, M. Khan maintenant, c'est un pays qui a ratifié les statuts de Rome. Donc, c'est un pays, comme on dit, un État parti au statut de Rome. Ça, c'est déjà 2. Les autorités congolaises doivent accepter sa visite. État collaborateur. État collaborateur. En termes simples. État collaborateur, comme vous dites là, en termes simples. 2. L'État, les pays que le procureur visite, doit accepter la visite du procureur. Donc, la RDC a accepté. Puisque le procureur ne peut pas venir sans qu'on l'accepte. Donc, le gouvernement congolais a accepté. Deuxième raison. Troisième raison, quand le procureur de la CPI, de la Cour pénale internationale, arrive dans un pays, et le pays là est sous enquête. Nous sommes sous enquête depuis 2003. Oui. Date à laquelle, en avril 2003, le président a écrit, je vous ai dit ici, a écrit à la CPI que venait enquêter. Donc, la RDC est encore sous enquête de la CPI. Quand le procureur vient, c'est qu'il est intéressé par les crimes qui se commettent. Les crimes qui se commettent au Congo relèvent, comme on appelle en droit international, relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est que les problèmes de violation des droits humains et du droit international humanitaire qui se commettent au Congo intéressent les procureurs. Et le procureur vient là aussi pour dire que, attention, je suis en train d'enquêter. Vous savez que depuis 2003, j'enquête sur votre pays. Et il est venu se renseigner. Il est venu consulter. Le procureur ne vient pas pour faire une visite inutile. Il ne vient pas pour arrêter. Il ne vient pas pour arrêter. Puis, quand le procureur de la Cour pénale doit arrêter, le mandat doit sortir. Il faut que le mandat d'arrêt, il n'est pas encore à la phase du mandat d'arrêt. Il peut avoir son mandat, peut-être puisque la CPI fonctionne aussi avec un peu de confidentialité. Mais il peut avoir un mandat, il le cache. Et il sait comment il peut annoncer. Mais là, quand il vient, donc il vient dans le cadre de son mandat. Il vient dans le cadre de son mandat. Alors, quel est le mandat du procureur? C'est enquêter. Enquêter sur les crimes qui se commettent. Solliciter le mandat d'arrêt auprès des juges. Et solliciter aussi la collaboration de l'État. Quels sont vraiment les crimes que vous sentez qu'il y aura? Nous avons dans le Nord Kivu d'abord. Dans le Nord Kivu. Dans le Nord Kivu, dans le cas du conflit RDC M23, RDC Rwanda, il y a des crimes de guerre qui se commettent là. Il y a des crimes contre l'humanité qui se commettent là-bas. Il y a aussi des actes de génocide qui se commettent là. Et il y a aussi les crimes d'agression. Mais même si la définition est là, mais on n'a pas encore rendu
ça intéresse les 4 types de crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, donc intéresse le procureur. Le procureur vient là pour dire, mais il y a des choses qui se passent dans ces pays ici qui méritent que j'arrête les personnes qui commettent ces crimes. Voilà, c'est ce que nous avons pu demander parce que vous allez déjà trop vite. Mais qui peuvent être concernés par cette visite ou encore les enquêtes? Bon, la visite, le premier élément d'abord de la visite, dans le mandat du procureur de la Cour pénale internationale, quand il vient d'abord récolter, recueillir les informations qui se commettent sur les crimes. Ce qui l'intéresse, les informations sur les crimes qui se commettent dans ces pays qui relèvent de la compétence de la Cour. 2, il doit identifier, et ça c'est dans l'exercice déjà de son mandat, il doit identifier les victimes. Identifier les victimes, identifier les témoins. Les témoins que lui peut utiliser, qu'on appelle en droit les témoins à charge. Les personnes qui peuvent témoigner que réellement tel monsieur a commis tel crime. Et j'appuie ce que le travail, donc les témoins à charge. Il doit les chercher. Ce qu'il doit chercher encore, il doit chercher les témoins. Il va identifier les criminels. Il cherche d'abord les informations sur la commission des crimes. Est-ce que les crimes se commettent ici dans ce pays? 2, il va essayer d'identifier les victimes. Est-ce que les victimes sont là? Les personnes qui ont subi le préjudice, comme on dit en droit. Est-ce que ces personnes sont là, les victimes? Si les victimes sont tuées, par exemple, les familles des victimes sont là, qui peuvent faire partie de ce qu'on appelle en droit les parties civiles. Est-ce que les ayants droit des victimes sont là? Le procureur l'intéresse. 3, le procureur s'intéresse aussi dans le cadre de ces enquêtes à trouver les témoins. Les témoins, les personnes qui ont vécu les actes qui ont été commis. Est-ce qu'il y a des témoins? Alors là, il va utiliser les témoins à charge pour charger les auteurs. Il doit chercher encore 4, il doit chercher que les auteurs, les personnes qui ont commis ces crimes-là, c'est qui? Oui. 5 encore, si je dois continuer. 5, il doit avoir maintenant les informations générales, les témoignages, les organisations de la société civile. Qu'est-ce qui se passe? 6, il doit avoir aussi de l'État concerné. L'État, à partir du territoire sur lequel se commettent les crimes. Cet État-là, est-ce qu'il est prêt à collaborer? Puisque le procureur n'a pas une police. Le procureur de la Cour pénale internationale n'a pas une police propre à lui. Il utilise les polices des États. Police des États. C'est-à-dire, s'il veut arrêter quelqu'un ici, il va utiliser la police congolaise. Est-ce que cette police va collaborer quand il mettra en cause quelqu'un de la RDC? Il veut s'assurer de la collaboration de cet État-là avec la CPI. Revenons à la job. Nous sommes toujours là parce que le sujet est très intéressant. Les conflits morts. Est-ce que le gouvernement ou l'État congolais pourrait facilement exposer les cas au niveau déjà de la Cour, ou bien c'est encore des cas à gérer au niveau j'estime au niveau d'abord où les conflits se passent, c'est encore au niveau où la violence est encore à un stade un peu inférieur. Il y a inférieur. Même si on dit, nous on a fait les enquêtes, c'était 30. Le gouvernement provincial a déclaré 40. 40 personnes tuées officiellement, c'est-à-dire des victimes. Là, le procureur, par exemple, pour ces cas-là, le procureur peut demander les victimes sont qui? On dit 40 personnes. Qui sont ces victimes-là? Comment ils ont été tués? Est-ce que il va chercher le procureur, par exemple, si on lui présente ces cas, le procureur de la CPI va dire que c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Est-ce qu'il y a les actes de génocide qui ont été commis dans ça? De ce que nous disons, avec les éléments que j'ai donnés là, alors il va dire non, ça c'est encore au niveau de la justice. Donc, tel que ça se passe, c'est encore au niveau de la justice congolaise. Alors, quand la justice congolaise, maintenant la CPI intervient, la CPI ne peut pas intervenir sur un cas sur lequel le Congo a commencé déjà des enquêtes. Le cas là qui est déjà pris en charge par la justice congolaise, la CPI se réserve, va attendre la suite. Ne peut pas, donc un même cas ne peut pas être jugé, ne peut pas être poursuivi 2 fois. Puisque si le Congo poursuit déjà ces cas, la CPI se retire. Puisqu'on dit, en vertu du principe de la complémentarité de la CPI, la CPI est complémentaire aux juridictions nationales. La CPI ne peut pas agir d'abord d'elle-même avant. Si elle agit avant, c'est que cet État-là lui a donné l'autorisation. Voilà.
Pouvez-vous connaître la cause de ces conflits entre Mbol, parce que souvent les minutes, ça nous reste au moins 12 minutes. Oui, ce qui est dit officiellement, ce qui est dit, c'est que le conflit est parti d'abord de la revendication de chaque communauté sur le sol. Donc, il y a des Bamboles qui disent que les Lengolas sont venus entrer sur leur territoire. C'est donc des conceptions d'ordre traditionnel, ancestral. Donc, les Bamboles disent que à partir de 8 km jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'au Para, c'est de leur côté. C'était le territoire qui était habité par leurs ancêtres. Les Lengolas disent non. Donc, cette partie-là, c'était aussi notre partie, c'est notre partie. Alors voilà, ils se querellent d'abord sur l'étendue. Donc, cette partie appartient à qui? Les Lomboles disent que c'est leur côté. Puis c'est la route qui mène vers Opala. Et eux, ils disent que les Lengolas devaient rester sur la route qui va vers Ubundu. Donc, c'est un conflit de revendication de la terre. Ça, c'est un. Deux, maintenant, c'est le paiement des droits coutumiers. Donc, les Bamboles sont en train les Lengolas sont en train d'exiger aux Bamboles que vous êtes venus occuper notre territoire, vous devez nous payer les droits coutumiers. Donc, vous n'êtes pas chez vous en tant que communauté payée. Alors, ils se revendiquent là. Les Mboles disent que non, vous devez nous payer, ainsi de suite. Voilà, ce n'était qu'une parenthèse pour cette question-là. Alors, quels sont les conflits qui relèvent de la CPI? Les conflits qui relèvent d'abord de la CPI, comme je vous ai dit, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ça peut être un conflit entre un État et un mouvement rebelle. Pour illustrer ça, la guerre aujourd'hui, les conflits armés entre la RDC et le M23. Ça, c'est intéressant pour la Cour pénale internationale. Pourquoi? Très intéressant. C'est un État avec une milice bien organisée, qui a les revendications de devenir un État, de prendre le pouvoir d'un État. Alors, les crimes qui se commettent là, dans le cadre où les gens se battent, là, nous avons un cas typique. La RDC contre le M23, et il y a le combat qui se passe. Mais quand vous dites que alors, la RDC contre le M23, vous ne faites pas allusion au pays qui soutient notamment le Rwanda? Je dirais ça. Le M23, la RDC contre le M23, c'est un conflit armé interne. On appelle ça comme ça. La RDC contre le Rwanda, c'est un conflit armé international qui oppose deux États. Ça intéresse la CPI. Donc, la CPI est intéressée par ces deux cas. Donc, le cas d'un conflit armé interne, un État contre sa rébellion, disons comme ça en termes faciles, un État contre un autre État, ça intéresse la CPI. Ce qui intéresse encore, troisième cas de figure, qui intéresse la CPI, c'est lorsqu'un État est stable, mais l'armée, la police d'un État massacre les populations civiles. Au motif qu'il y a une partie de la population qui soutiendrait, par exemple, le M23. Ou une partie de la population se révolte contre son État. Et l'État réprime, ça peut être des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Puisque je vous ai dit, les crimes contre l'humanité sont des crimes qui se commettent en temps de guerre comme en temps de paix. Ça peut être une attaque indiscriminée contre les populations. Ça peut être de représailles contre la population. La population a organisé une marche, l'armée vient réprimer ça d'une façon disproportionnée, en utilisant la force, et on tue par exemple 1000 personnes. Ça concerne la CPI. La CPI. La CPI. Mais alors, comment la CPI va intervenir? Je vous ai dit, soit l'État là collabore, soit cet État n'a rien fait. Avant de parler comment la CPI pourrait intervenir, est-ce que des États membres signataires de la CPI, des statuts de Rome, peuvent se battre? Peuvent se battre. Oui. Alors, maintenant, là, la CPI ne peut attendre que donc, ne peut pas le juger. Non, la CPI n'intervient pas à ce moment. Non, deux États membres, deux États signataires du statut de Rome qui se battent, donc la CPI va intervenir. Mais comment la CPI va intervenir? La CPI ne va pas intervenir pour les partager, les départager, pour dire non, arrêtez la guerre. Ça, ce n'est pas le travail de la CPI. La CPI, c'est un tribunal international. Oui, mais les juges n'interviennent pas. Avant de continuer, pour être concret, est-ce que le Rwanda a signé? Le Rwanda n'a pas signé. Le Rwanda n'a pas signé le statut de Rome. Le Rwanda n'a pas non plus ratifié. Donc, le Rwanda avait refusé
de signer les statuts de Rome. Donc, à ce moment-là, la CPI vis-à-vis du Rwanda sera un peu dans un état, disons, d'incapacité. Puisque le Rwanda. Mais la CPI peut aussi intervenir si les soldats rwandais qui entrent au Congo, le Congo est un pays qui a signé. Et sur son territoire se commettent les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides, la CPI va arrêter les soldats rwandais. Puisque vous êtes venus. De quelle façon? La CPI est incompétente. Rwanda... Attendez. La CPI est incompétente d'intervenir sur un territoire qui n'a pas signé ni ratifié les statuts de Rome. Nécessairement. Mais sur un territoire où le territoire a ratifié les statuts de Rome. Oui. Je vous donne encore un exemple. Le Rwanda n'est pas le seul qui n'a pas signé les statuts de Rome. Les États-Unis n'ont pas signé les statuts de Rome. Mais si un soldat américain se retrouve par hasard comme mercenaire dans les M23 et en train de commettre les crimes de guerre sur le territoire de la RDC qui a signé, on va arrêter ce soldat américain. De quelle façon il va rentrer? On va l'arrêter comment? Mais il peut se faire prisonnier de guerre. Il peut se faire prisonnier de guerre. C'est-à-dire comment? Il a dit la RDC l'arrête. Parmi les mercenaires qui aident, par exemple, les M23, pendant les combats, la RDC, les FARDC réussissent à arrêter, un Américain qui s'est retrouvé parmi les combattants du M23. Mais la RDC va le transférer à la CPI. Prenez ce monsieur ici, voilà. Donc ça, c'est une façon, je vous donne. Mais ce qui est difficile aussi. Mais ce qui est difficile, mais ça peut être difficile, puisqu'à ce moment-là, les États-Unis, si les États-Unis réussissent à le récupérer, il sort vivant alors qu'il a commis les crimes, il réussit à fuir, à être aux États-Unis, à ce moment-là, la CPI aura des difficultés. Puisque les États-Unis ne vont pas collaborer, puisque ce n'est pas un pays qui a signé les statuts de Rome. Et dans ce sens-là, ça devient difficile. Un autre exemple, par exemple, le cas de Bemba. Bemba a été poursuivi par la CPI. Il s'est réfugié en Belgique. Mais quand la CPI voulait l'arrêter, la CPI elle est passée par la police belge. Pourquoi? Puisque la Belgique a signé, a ratifié le statut de Rome. C'est un État parti au statut de Rome, donc elle a collaboré. Si par exemple, je donne l'exemple là, si Jean-Pierre Bemba s'est retrouvé aux États-Unis et les États-Unis n'ont pas signé, et la CPI demande aux États-Unis de transférer. Les États-Unis pouvaient être libres et dire je ne transfère pas. Ou un autre exemple, la Libye. La Libye n'a pas signé le statut de Rome. La Libye n'est pas membre de la CPI. Alors quelqu'un qui est poursuivi par la CPI se retrouve dans la CPI. Le pays-là ne va pas collaborer. Voilà. Existe-t-il un lien entre l'Union européenne, l'Union africaine et la CPI? Oui. Il y a des liens? Il y a des liens de collaboration. Il y a des accords qui ont été signés. Par exemple, ce n'est pas seulement pour l'Union européenne, ce n'est pas seulement pour l'Union africaine, les Nations unies. Parce que la CPI n'est pas une juridiction, n'est pas en termes faciles. La CPI n'est pas un tribunal des Nations unies. C'est un tribunal indépendant. Donc la CPI a signé un accord de collaboration, de coopération avec les Nations unies. La CPI a signé un accord de coopération avec l'Union européenne, avec l'Union africaine. Et l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies soutiennent la CPI. Alors si quelqu'un a des difficultés avec la CPI, qui se réfugie dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État membre de l'Union africaine vont collaborer. Vont collaborer avec la CPI. Vraiment. Voilà. Donc il y a des accords de coopération. Et en retenant ce que j'ai dit, même pour nos auditeurs, que la CPI n'est pas un tribunal des Nations Unies. La CPI est indépendante des Nations Unies. Mais elle a un accord de collaboration et de coopération. La Russie refuse d'être jugée par la CPI. La Russie, par exemple, la Russie n'a pas signé les statuts de Rome. La Russie n'a pas ratifié. Mais il y a un mandat d'arrêt. Il y a un mandat d'arrêt. Alors, le mandat là peut être exécuté comment? Si, par exemple, le président de la Russie, Poutine, est en visite dans un pays qui a collaboré, ce pays peut le transférer. C'est pour cela que le président Poutine, maintenant qu'il est sous mandat de la CPI, là, avant de se rendre dans un pays, il doit avoir des assurances
que ce pays ne va pas le transférer à la CPI. Mais c'est déjà l'embargo sous couvert. Oui, c'est l'embargo. C'est qu'il est déjà sous embargo. Il est recherché par la CPI. Mais la CPI n'a pas les moyens d'aller le chercher chez lui. Puisque la Russie n'a pas collaboré. Et même si la Russie avait collaboré, la Russie va refuser. Ce n'est pas la police russe, ce n'est pas l'armée russe qui peuvent arrêter le président. Voilà. Et ça, c'est parmi les faiblesses de la CPI. Voilà. Parce qu'il n'a pas une police propre à elle. Les États-Unis demandent au M23 de quitter le sol congolais. Avez-vous cette information? Comment vous voyez? Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps qu'il y a des communiqués des États-Unis demandant au M23 de quitter. Mais le M23 n'a toujours pas respecté ce que disent les États-Unis. Il faut l'utilisation de la force. Si les États-Unis veulent vraiment aider le Congo en envoyant une partie de ses troupes, même au sein de la MONUSCO, maintenant ces troupes-là utilisent la force, on peut arrêter ces personnes-là et on va les obliger de rentrer là où ils sont venus. S'ils sont des Rwandais, qu'ils rentrent au Rwanda. Mais le premier moyen, c'est la force. Deuxième moyen, c'est la diplomatie. Exercer la pression sur les pays qui soutiennent le M23. Les États-Unis savent bien que le pays qui soutient le M23 s'appelle le Rwanda. Et les États-Unis ont une coopération militaire avec le Rwanda. Si les États-Unis veulent vraiment que le M23 quitte, ils coupent la coopération militaire ou ils menacent de couper la coopération comme ils ont fait en 2013. Voilà. Dismas, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Ça ne reste que votre conclusion par rapport à notre thème du jour, la CPI face aux droits humains en RDC. Quelle est votre conclusion? Ma conclusion, c'est que la CPI est compétente pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les génocides et l'agression. La CPI est la bienvenue en RDC. Il faut que la RDC collabore avec la CPI pour que les auteurs des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les génocides soient mis hors état de nuire. Et là, il faut vraiment une collaboration de toute la société. Ce n'est pas que le gouvernement qui doit collaborer. Il y a le gouvernement en tête, puisqu'il y a des aspects juridiques à régler. Il y a la société civile qui doit collaborer. Il y a la presse qui doit collaborer en donnant des informations fiables sur la commission de ces crimes, mais en demandant aussi à la CPI de pouvoir poser des actes concrets. Il ne s'agit pas seulement d'une visite symbolique, mais il faut des effets. Merci beaucoup, Dismas. Merci vraiment d'avoir élucidé ou encore éclairé les auditeurs de l'émission Vie et Société. Vous avez senti, et même les auditeurs ont senti la quintessence du thème du jour et l'émission. Alors, merci de nous avoir suivis parce qu'à la prochaine occasion, nous trouvons qu'à la technique, nous avons travaillé avec Papi ici, la régie, c'était de Gilles Ossilo. Je crois que ça ne sera pas toujours la dernière fois. Non, ce n'est pas la dernière fois. Merci. Surtout le sujet très intéressant. Merci beaucoup.